J'ai envoyé mes faire-part de mariage la première. 2 semaines plus tard, ma sœur a annoncé sa fête de fiançailles, le même jour. Pas une seule personne de ma famille n'est venue à mon mariage. Alors que je coupais le gâteau, ma mère m'a envoyé un texto, « Appelle-moi. Urgent ». J'ai regardé le message, et j'ai souri. 52 appels manqués. Ils ont dit que j'avais gâché le mariage de ma sœur. Que j'étais jalouse, mesquine et en manque désespéré d'attention. Que j'avais choisi le seul jour qui lui était destiné pour mettre en scène ma vengeance. Mais je n'étais même pas invité à ce mariage. La vérité, c'est qu'elle portait le collier de ma grand-mère, celui qui m'avait été promis dans son testament, pendant que mes parents répandaient des mensonges sur moi et me suppliaient de sauver sa fête, le soir même de mon propre mariage. Aimez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commençons par le début. Mon mariage avait le son du tonnerre et la sensation du soleil. Le quatuor à cordes jouait, at last, dans une vieille serre en briques, tandis que le plafond de verre diffusait la lumière à travers l'allée. Mon voile chuchotait quand je respirais. J'essayais de mémoriser le goût du citron dans ma boisson, la douleur dans mes joues à force de sourire, et la façon dont Lucas me regardait, comme si j'étais à la fois une surprise et une promesse. Sur le côté gauche de l'allée, 4 rangées de chaises étaient parfaitement alignées et parfaitement vides. Des programmes blancs noués avec de la ficelle, des cartons, réservés, des serviettes pliées comme des lettres jamais ouvertes. Elles étaient censées contenir ma vie, le parfum de maman, le rire tout de papa, le roulement d'yeux dramatique d'Émilie, et le coup d'épaule de ma meilleure amie d'enfance, Anna. À la place, une fine couche de pollen s'était déposée là où leur manteau aurait dû être. Chaque regard aiguisait ce vide, une lame silencieuse entre mes côtes. Quand les portes se sont ouvertes et que j'ai fait mon premier pas, la salle s'est levée. Des visages que j'aimais me souriaient, des collègues, des voisins, les femmes de mon groupe de course. Lucas attendait au bout de l'allée, les joues humides. Cela aurait dû noyer tout le reste. Ça a essayé, mais les chaises vides crient dans leur propre langue, et j'ai toujours su la parler couramment. 8 mois plus tôt, après avoir envoyé notre date et une photo du lieu par texto, ma sœur Émilie a annoncé ses fiançailles. 2 semaines plus tard, des invitations brillantes sont arrivées un peu partout en ville. Sa fête de fiançailles, le même jour que mon mariage. Papier doré, photo sur un toit terrasse. Quand j'ai envoyé mes propres faire-part, maman a répondu « On trouvera une solution, ma chérie », ce qui, dans le Midwest, signifie « Nous ne viendrons pas ». La réponse de papa a été un pouce levé, avec 3 jours de retard. Anna avait promis d'appeler. Elle ne l'a pas fait. L'officiant parlait d'une voix calme et douce. Lucas a serré mes doigts. « Respire avec moi », a-t-il articulé. Je l'ai fait. J'ai promis l'éternité avec une voix qui n'a tremblé qu'une seule fois. Pas parce que je doutais de lui ou Lucas a toujours été un refuge mais parce que chaque vœu me tirait vers une seconde cérémonie qui se déroulait à des kilomètres de là, où les gens qui m'avaient élevé portaient un toast à quelqu'un d'autre. Quand nous nous sommes embrassés, la salle a éclaté de joie. Des pétales ont volé. Le cocktail s'est déversé dans le jardin. Ma colocataire d'université, Jess, m'a serré fort dans ses bras. J'ai ri au bon moment et j'ai relevé ma robe quand les enfants de mes amis couraient en cercle autour de mes chevilles. Mon téléphone dormait, face cachée, dans ma pochette. Nous avions convenu que cette journée nous appartenait. Pourtant, des questions se sont glissées. Ta mère viendra plus tard, a demandé tante Dottie, qui n'est pas ma tante mais qui m'a un jour préparé de la soupe, d'une voix prudente. J'ai menti avec un sourire qui ressemblait à un bleu. Ils sont coincés à cause du voyage, ai-je dit. Les yeux de Dottie ont brillé de peine pour moi, puis se sont adoucis. Elle m'a serré le bras et s'est éloignée. Au dîner, de longues tables tissaient la pièce en une courte pointe de gens qui nous avaient choisis. Le poulet piccata et le risotto au citron parfumaient l'air. Le témoin de Lucas a raconté une histoire où il essayait de réparer un broyeur dévié avec un fouet et une prière. Tout le monde a ri si fort qu'il a fallu faire une pause pour reprendre notre souffle. J'ai essayé de verser leur chaleur dans l'espace vide à côté de moi. Il ne contenait que le silence. 2 semaines avant, j'avais demandé une dernière fois à ma mère. C'est compliqué, avait-elle dit. La belle famille d'Émilie est venue d'Europe. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Mon mariage n'est pas un endroit, avais-je répondu, calme, car la rage me fait passer pour une personne dramatique. C'est ma vie. Elle a soupiré, comme elle le fait quand le serveur apporte le mauvais plat. Tu comprendras quand tu auras des enfants.
C'était la charnière qui se refermait enfin. Pendant les discours, le soleil s'est couché et tout est devenu couleur de miel. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre de la serre, de la dentelle, une femme qui me ressemblait mais en plus solide. Et derrière moi, ces rangées vides, comme des dents. J'ai quand même levé mon verre. À ceux qui sont venus, ai-je dit. Si ma voix s'est brisée, seul Lucas l'a entendu. Il a embrassé mes phalanges. La salle a applaudi. Puis le DJ nous a appelés sur la piste. Etta James s'est fondu dans Léon Bridge et la nuit nous a soulevés. Lucas et moi dansions comme nous l'avions répété dans notre minuscule cuisine. Toujours avec moi, a-t-il murmuré. Toujours, ai-je répondu, et je le pensais. Nous avons coupé le gâteau sous une canopée de guirlandes lumineuses. Citron avec un glaçage à la framboise, lisse comme la neige. Le couteau était froid dans nos mains, le manche gravé de nos initiales par une femme du marché qui disait que « l'amour est un verbe ». Tout le monde s'est approché, téléphone levé, visages ouverts. J'ai ri pour de vrai. Mon téléphone, abandonné toute la journée, a commencé à vibrer contre la porcelaine comme une abeille piégée. Une vibration, puis une autre, puis un rampement constant sur le lin jusqu'à ce qu'il heurte la flûte de champagne. Je l'ai attrapée, toujours souriante, tenant encore le couteau avec Lucas. L'écran a illuminé mon visage de bleu. En haut, un chiffre qui m'a coupé le souffle. 52 appels manqués. Tous de maman. Les bords de la pièce sont devenus flous, le son s'amenuisant comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Les gens applaudissaient encore, réclamant la deuxième part, mais mon pouce planait au-dessus de la bulle rouge comme si les chiffres pouvaient mordre. 52, c'était une urgence dans n'importe quelle langue. 52, c'était des sirènes d'hôpital ou des excuses arrivant trop tard. Le glaçage sur ma langue a pris un goût de craie. Lucas s'est penché, ses yeux allant de mon visage à l'écran. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il murmuré. « Rien » ai-je dit à la salle, et à lui, à peine audible. « C'est ma mère. » J'ai posé le téléphone face contre table, ma main stable parce qu'il le fallait. Le DJ a demandé une photo de groupe. Les gens se bousculaient et criaient. Le téléphone a de nouveau vibré, insistant, vivant. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais, se resserrant comme un fil invisible tendu entre cette pièce chaleureuse pleine de guirlandes et une autre pièce, à des kilomètres, où mon nom de famille était prononcé sans moi. Debout là, avec du gâteau sur la langue et des confettis dans les cheveux, je connaissais la vérité, quoi que ce soit qui m'attendait à l'autre bout de ces 52 appels, cela avait des dents, et c'était venu me trouver le jour le plus heureux de ma vie. La musique était trop forte, les rires trop vifs, et pourtant, tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement régulier dans ma pochette. Quand je l'ai finalement ouverte, les chiffres rouges brillaient comme une alarme, 57 appels manqués maintenant. Ma gorge s'est serrée. Lucas était occupé à rassembler ses amis d'université pour un autre toast, la pièce vibrant de chaleur. J'ai forcé un sourire, je me suis excusé et je suis sorti par les portes latérales dans l'air nocturne. Le jardin de la serre était calme comparé à la réception. Des lanternes se balançaient dans la brise, brillant comme des lucioles attrapées. Mes talons crissaient sur le chemin de gravier alors que je m'éloignais de la musique, loin des yeux qui sauraient que quelque chose n'allait pas. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma paume, et j'ai répondu, cette fois sans réfléchir. Clara. La voix était vive, pressée, à peine un murmure. C'était Maggie. Maggie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère? Tu ne vas pas le croire. Son souffle s'est coupé, les mots déferlants. Il raconte à tout le monde que tu as planifié ton mariage juste pour saboter les fiançailles d'Emily. Que tu l'as programmé le même jour pour lui voler la vedette. Je me suis figé sous la lueur d'une lanterne, le mot « sabotage » tranchant la nuit. Quoi? C'est insensé. J'ai fixé ma date des mois avant même qu'Emily ne se fiance. Je sais, a dit Maggie rapidement, sa voix urgente, presque désolée. Mais ta mère le dit comme si c'était un fait, et les gens hochent la tête. Il raconte à ses invités que tu as toujours été jalouse, que tu voulais l'éclipser. Même ton père, il est là-bas, en train de rire du fait que tu n'es plus proche de la famille, donc c'est logique que personne ne soit venu. Le gravier a semblé basculer sous mes pieds. Ma poitrine s'est effondrée. Il a dit ça? Mon propre père? Je suis désolé, Clara. J'aimerais inventer tout ça. Maggie a marqué une pause, sa voix baissant encore. Anna est là.
Elle ne te défend pas. Elle raconte aux gens qu'elle n'a pas pu être ta demoiselle d'honneur parce que tu étais trop difficile avec la liste des invités. Ma bouche est devenue sèche. Anna. Ma meilleure amie depuis nos 6 ans, la fille avec qui j'avais fait des pactes de sang sous les gradins, celle que je considérais comme ma famille quand ma vraie famille me laissait de glace, debout dans une salle de banquet en train de me dépeindre comme une méchante. Ils sont en train de la réécrire, Clara, a murmuré Maggie. En ce moment même, pendant que tu coupes le gâteau, ils réécrivent l'histoire de ton propre mariage. Le rire de la serre flottait faiblement à travers les portes ouvertes, étouffé et lointain. Il aurait dû me rassurer. Il ne l'a pas fait. Mes mains tremblaient autour du téléphone. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi, le jour de mon mariage? Maggie a hésité. Parce qu'ils ont encore besoin de toi. C'est ça le plus fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix s'est brisée. Ta mère a dit toute la soirée qu'elle devait te joindre. Quelque chose à propos de la fête d'Émilie. Le traiteur a fait une erreur, ou les fleurs ne vont pas, quelque chose. Elle n'arrête pas de dire aux gens, Clara va arranger ça. Clara arrange toujours tout. Elle agit comme si tu étais de service pour la grande soirée de ta sœur. J'ai ri, un rire sec et brisé. Elle a séché mon mariage pour aller à la fête d'Émilie, m'a démoli auprès d'étrangers, et maintenant elle fait exploser mon téléphone parce qu'elle veut que je répare ses problèmes. Je sais, la voix de Maggie était lourde de pitié. Je voulais que tu l'entendes de ma part avant qu'elle ne t'entraîne dans quelque chose que tu regretteras. Un vent froid s'est glissé sous mon voile. Un instant, je ne pouvais plus respirer, plus penser. Je fixais les petites flammes des lanternes qui tremblaient dans la brise. Ma propre mère m'avait dépeinte comme une saboteuse mesquine, mon père comme une note de bas de page distante, ma meilleure amie comme une menteuse. Et pourtant, ils pensaient que je laisserais tout tomber pour les secourir. Je ne comprends pas comment tu tiens encore debout, Clara, a murmuré Maggie. Si c'était moi. Mais elle n'a pas fini, car mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, pas un appel, mais un message. Mon écran s'est allumé avec son nom. Maggie, attends, ai-je froncé les sourcils. Tu viens de m'appeler, pourquoi tu m'envoies un texto? Non, ce n'est pas moi, sa voix s'est faite plus vive. Vérifie. J'ai repris le téléphone. Un nouveau message attendait. Une ligne de texte au-dessus d'une pièce jointe lumineuse. Tu ne vas pas le croire. Appelle-moi quand tu pourras, mais ne dis à personne que je te l'ai montré. Mon pouce a tremblé en appuyant sur la photo. Émilie se tenait au centre d'une somptueuse salle de bal, sa robe blanche scintillant comme si elle avait été tissée de clairs de lune. Autour de son cou, captant la lumière du lustre, se trouvait la seule chose qui a fait un trou dans mon estomac en un instant. Le collier de ma grand-mère. La délicate chaîne en or, le pendentif en diamant en forme de larme. Il n'y avait aucune erreur possible. Je l'avais vu sur des photographies des années 1950, brillant contre le col de ma grand-mère, et à nouveau en personne quand elle avait pressé la boîte en velours dans mes mains quand j'avais 19 ans. Sa voix résonnait dans ma tête, aussi nette que si elle se tenait derrière moi, ceci est pour ton mariage, Clara. Je veux que tu le portes ce jour-là. J'avais gardé ce souvenir, cette promesse, pendant des années. Quand j'avais interrogé ma mère sur le collier avant le mariage, elle m'avait dit qu'il n'était pas en bon état, qu'il valait mieux ne pas l'utiliser. Et je l'avais cru. J'avais laissé tomber. Mais il était là, drapé autour du cou d'Émilie comme s'il lui avait toujours appartenu. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps semblait enraciné dans le gravier, mon souffle coupé. La photo est devenue floue alors que mes yeux piquaient. Clara. La voix de Maggie était faible à mon oreille, inquiète. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que dans cette seule photo, la vérité s'est cristallisée, plus tranchante que tous les mensonges qu'ils avaient tissés cette nuit-là. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils m'avaient volé. Ils avaient pris le seul morceau de ma grand-mère qui m'était destiné, une promesse écrite dans son testament, et l'avaient donné à Émilie pour qu'il brille sous les lumières de quelqu'un d'autre. Et si j'avais appris une chose en 28 ans, c'était ceci, quand ma famille me prenait quelque chose, elle ne le rendait jamais. J'ai baissé le téléphone, fixant le jardin sombre où les lanternes vacillaient comme des cœurs fragiles. Derrière moi, la musique a enflé comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Parce que ce n'était plus seulement de la trahison. C'était du vol.
Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que le chagrin, de plus tranchant que la colère. Une résolution qui se durcissait au plus profond de moi. Le collier me reviendrait, d'une manière ou d'une autre. Le temps que Lucas et moi arrivions dans la suite de l'hôtel, la joie de la journée semblait avoir été trempée dans du kérosène et incendiée. Ma robe traînait derrière moi, un tas de dentelles et d'épuisement. Mes joues étaient encore raides d'avoir souri à travers chaque discours. Il a enlevé ses chaussures et s'est effondré sur le lit avec un grognement, desserrant déjà sa cravate. Je voulais m'allonger à côté de lui, m'enfoncer dans sa chaleur rassurante, mais ma pochette me brûlait la main. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je me suis glissé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai appuyé sur lecture. Le premier message vocal a commencé doucement, la voix de ma mère aussi familière que des berceuses. Clara, ma chérie, quelle belle journée pour toi. J'espère que tout se passe bien. Son ton a changé au fil des secondes, une gaieté fragile se brisant. Écoute, j'ai donné le collier de grand-mère à Émilie. Elle avait besoin de quelque chose de significatif à porter ce soir. N'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'un bijou. Tu as plein de belles choses. Maintenant, le traiteur d'Émilie a un problème. Le fournisseur a pris 2 réservations et nous manquons de dessert. Pourrais-tu appeler ce restaurant que tu connais, celui en ville, et jouer de tes relations? On a vraiment besoin de toi, ma chérie. Rappelle-moi dès que tu peux. Je fixais le téléphone dans ma main, la bile me montant à la gorge. Juste un bijou. C'est comme ça qu'elle appelait le collier. Juste un bijou, alors que ma grand-mère m'avait tenu la main avec des doigts fins comme des brindilles et m'avait murmuré, « Ceci est pour ton mariage, Clara. C'est à toi. » Elle m'avait souri, d'un air doux et sans défense. Tu sauras quand la bonne personne arrivera. Je veux que ceci repose contre ton cœur ce jour-là, pour que tu me sentes avec toi. Ce n'était pas un bijou. C'était un fil d'amour tendu à travers les générations, lié à mon nom. Et ma mère avait menti, dit qu'il était endommagé, et l'avait donné à ma sœur Sancillé. Mes jambes ont fléchi. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, la dentelle de ma robe s'enroulant autour de moi comme un linceul. Un instant, tout est devenu un tunnel, le carrelage, le bourdonnement de la ventilation, la musique lointaine qui résonnait encore de la réception dans ma tête. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru que j'allais me briser en deux. Parce que ce n'était pas seulement une question de collier. C'était à propos de chaque anniversaire où Émilie avait le plus gros gâteau, chaque matin de Noël où elle ouvrait le plus beau cadeau, chaque match de foot que je jouais pendant que mes parents séchaient pour son récital de danse. C'était à propos du « n'en fais pas tout un plat », chaque fois que je pleurais, du « sois heureuse pour ta sœur », chaque fois que je voulais quelque chose pour moi. C'était à propos des années où je m'étais convaincu qu'il ne voulait pas me faire de mal, que j'étais dramatique, égoïste, ingrate. Maintenant, la preuve brillait, froide et nette. Je n'avais jamais été la première dans leur cœur. Pas même le seul jour de ma vie qui était censé être le mien. Les larmes menaçaient, mais elles ne sont pas venues. Mon corps se sentait vidé, trop vide pour pleurer. À la place, la clarté s'est glissée en moi comme une lame. Ils n'étaient pas négligents. Ils étaient délibérés. Le message vocal de ma mère n'était pas une erreur, c'était un schéma gravé dans ma vie. Et quelque chose à l'intérieur de moi a changé. J'ai pensé à Émilie posant dans une salle de bal avec le collier de ma grand-mère captant la lumière. J'ai pensé à ma mère sirotant du champagne, m'appelant non pas pour me féliciter, mais pour exiger que je les sauve de leur propre chaos. Et j'ai pensé à moi, debout dans une salle de bain, dans ma robe de mariée, seule. Plus jamais. Je me suis relevé, j'ai lissé la dentelle sur mes jambes et j'ai essuyé l'eyeliner qui avait coulé sous mes joues. Mon reflet dans le miroir m'a surprise. J'avais l'air plus âgé, mes yeux cernés par quelque chose de plus dur que la tristesse. De retour dans la chambre, Lucas était à moitié endormi, sa main drapée sur l'oreiller où j'aurais dû être. Je me suis assise dans le fauteuil près du bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé. Chaque message vocal téléchargé et sauvegardé. Chaque texto capturé et classé. Chaque photo que Maggie avait envoyée de la fête archivée. J'ai créé un nouveau dossier, je l'ai niché profondément dans mon disque dur et l'ai simplement nommé « pour plus tard ». Chaque glissement de fichier dans ce dossier me stabilisait, comme si je posais des briques pour un mur qu'il ne pourrait jamais escalader. Des preuves, des reçus, des faits qu'il ne pourrait pas tordre. Pour une fois, il ne contrôlerait pas le récit. Quand j'ai eu fini,
j'ai fermé l'ordinateur portable d'un clic doux. La pièce était silencieuse, le seul son étant la respiration régulière de Lucas. Je me suis glissé dans le lit à côté de lui et j'ai enfin laissé mon corps s'enfoncer dans le matelas. Il a bougé, m'attirant près de lui, chaleureux et en sécurité dans ses bras. Je ne lui ai pas parlé du message vocal, du collier ou du dossier qui attendait dans mon ordinateur portable. Pas encore. Parce que ce soir n'était pas la nuit de l'effondrement. C'était la nuit où j'avais commencé à construire. Alors que je fermais les yeux, la voix de ma mère résonnait encore dans mon crâne, n'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'un bijou. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était jamais qu'un bijou. Et un jour, je m'assurerai qu'ils s'en souviennent. Le lendemain de mon mariage, le téléphone vibrait toujours. 93 appels manqués, 22 messages vocaux. Aucun ne disait « Félicitations ». C'étaient tous des ordres, des reproches et des supplications pour que je répare le chaos d'Émilie. Au petit déjeuner, j'avais mis le téléphone en silencieux et l'avais glissé dans un tiroir. Il y est resté pendant des semaines. Au début, le silence ressemblait à une chute libre. J'avais grandi en orbite autour de ma famille, ma valeur mesurée par leur approbation ou leur absence. Sans leur voix, les jours résonnaient. Mais Lucas m'a ancré. On fera notre propre bruit, a-t-il dit, et je l'ai cru. Alors je me suis jeté dans le travail. Mon association à but non lucratif, une petite organisation de santé qui fournissait des cliniques pour les femmes défavorisées, avait toujours été ma deuxième maison. Avant, j'avais fait profil bas, peur de dépasser les bornes. Maintenant, je me portais volontaire pour tout ce que personne ne voulait. Je restais tard pour apprendre les budgets. Je réécrivais les demandes de subventions jusqu'à ce que les mots brillent. Quand un donateur majeur a hésité à renouveler, je l'ai convaincu moi-même. 6 mois plus tard, j'étais promue directrice de programme. Le titre venait avec des heures plus longues, plus de responsabilités, et une augmentation de salaire qui était comme de l'oxygène. Je l'ai utilisé pour financer un projet personnel qui vivait dans mes carnets depuis des années, un programme de mentorat pour les femmes qui créent leur propre entreprise. Ça a commencé modestement, 5 femmes dans une salle de bibliothèque empruntée, du café dans des thermos, des documents que j'imprimais à la maison. À la fin de l'année, c'était devenu une communauté de dizaines de personnes, avec une liste d'attente et une couverture médiatique locale. Lucas m'encourageait à chaque étape, même quand cela signifiait des nuits où nous mangions des plats à emporter à minuit, en bâillant au-dessus de tableurs. Tu construis quelque chose, disait-il, quelque chose qu'ils ne peuvent pas t'enlever. Nous avons acheté une maison au printemps, un endroit ensoleillé avec des planchers qui craquent et un jardin assez grand pour des barbecues. Notre table à manger est devenue le centre de notre nouvelle orbite. Des amis s'y rassemblaient avec des gratins et des bouteilles de vin, le rire s'échappant par les fenêtres. Nous avons organisé des dîners du dimanche, des fêtes d'anniversaire, et même une soirée karaoké impromptue qui s'est terminée avec les voisins se joignant à nous depuis leur porche. Ce n'était pas la famille dans laquelle j'étais né, mais c'était la famille que j'avais choisie. Et pour la première fois, j'ai compris ce que cela signifiait vraiment. Maggie est devenue mon seul lien avec les Whitmore. Elle appelait tard le soir, sa voix prudente comme si elle craignait que quelqu'un n'écoute. L'organisatrice de mariage d'Émilie a démissionné, a-t-elle chuchoté une fois. Elle voulait des feux d'artifice à l'intérieur, Clara. À l'intérieur. Une autre fois, papa n'arrête pas de râler que tu ne viens jamais, comme si ce n'était pas lui qui avait séché ton mariage. Les nouvelles arrivaient comme des bulletins météo, des tempêtes qui se préparaient, des orages de drames dont je ne faisais plus partie. J'écoutais, parfois je riais, parfois je secouais simplement la tête. La loyauté de Maggie était une bombe silencieuse, la preuve que tout le monde ne partageait pas leur aveuglement. Et Anna, mon ancienne meilleure amie, agissait comme si de rien n'était. Tous les quelques mois, je recevais un texto, j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Tu me manques. Toujours léger, comme si elle ne s'était pas tenue dans une salle de bal en me décrivant comme difficile, égoïste, indigne. Je n'ai jamais répondu. Mon silence était la seule réponse qu'elle méritait. Pourtant, la douleur persistait. La nuit, quand la maison était silencieuse, je me surprenais parfois à faire défiler de vieilles photos. Vacances, anniversaires, voyages en famille. Leur sourire me fixait, des mensonges polis que j'appelais autrefois des souvenirs. Je fermais l'ordinateur portable et me glissais dans le lit à côté de Lucas, me rappelant, en avant, pas en arrière. Un soir de pluie, près d'1 an après le mariage,
j'étais assise au bureau de notre bureau à domicile, en train de trier des dossiers. Je cherchais une ancienne demande de subvention quand je suis tombé sur un dossier intitulé « Grand-mère ». Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué. À l'intérieur se trouvaient des documents scannés que j'avais sauvegardés des années auparavant, à l'époque où je l'avais aidé à organiser les documents de sa succession. Là, dans son écriture soignée, se trouvait son testament. J'ai fait défiler jusqu'à trouver la ligne. Je lègue mon collier de mariage à ma petite fille, Clara June Whitmore, pour être donné à la famille de son époux le jour de son mariage. C'était là. Encre noire, légale, indéniable. Mon nom, mon héritage, mon droit. La voix de ma grand-mère m'est revenue en mémoire, chaleureuse et certaine, ceci est pour ton mariage, Clara. C'est à toi. Mes mains tremblaient sur le clavier. Ce n'était plus seulement un souvenir maintenant. C'était une preuve. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, la pluie tapotant contre la fenêtre comme un tambour. Toute l'année, je m'étais enfoui dans la construction et la guérison, en apprenant à m'épanouir sans eux. Mais voir ces mots a allumé quelque chose de profond et de féroce. Parce que le collier n'avait pas seulement été volé. Il avait été volé par écrit. Et ils n'avaient aucune idée que je détenais toujours le papier qui pouvait réduire leur mensonge en cendres. Le dossier brillait sur mon écran. Mon reflet dans la vitre était pâle, les yeux vifs. La douleur qui m'avait suivi depuis mon mariage s'est transformée en quelque chose d'autre. Quelque chose de plus dur, de plus stable. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement des blessures. J'avais des munitions. Et un jour, j'allais les utiliser. C'était un mardi après-midi ordinaire quand le nom de Maggie a illuminé ma boîte de réception. L'objet était court, presque désinvolte. Je pensais que tu voudrais voir ça. J'ai cliqué. En pièce jointe se trouvait un PDF, et quand je l'ai ouvert, mon estomac s'est retourné. Le document était une liste d'inventaire de la succession de ma grand-mère, scannée en haute résolution. Au début, il semblait familier. La même liste que j'avais trouvée sur mon ordinateur portable un an plus tôt. Mon nom était là, en caractères nets, à côté du collier, à remettre à Clara June Whitmore le jour de son mariage. Mais en bas, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une série de signatures, exécuteurs, témoins, et une en particulier qui a fait transpirer mes mains. Celle de ma mère. À côté de son nom se trouvait une note en gras, remis à Emily Whitmore pour usage temporaire le 15 juin. À restituer à la propriétaire légitime. Je l'ai lu encore et encore, comme si les mots pouvaient disparaître si je clignais des yeux trop longtemps. Usage temporaire. À restituer. Ma mère avait signé son nom sur un document qui non seulement reconnaissait que le collier m'appartenait, mais promettait qu'il reviendrait. 2 ans s'étaient écoulés. Je ne l'avais jamais revu. Une preuve. Pas seulement un souvenir, pas seulement le testament de ma grand-mère. La preuve que ma mère avait sciemment retenu ce qui était à moi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le pouls martelant. Mon bureau avait la même apparence que d'habitude, des piles de rapports, la vague odeur du café de Lucas venant de la cuisine. Mais tout à l'intérieur de moi a changé. Pendant si longtemps, ils avaient raconté leur version des événements, confiant que la vérité était glissante, oubliable. Mais ceci était un filet, et ils étaient emmêlés dedans. J'ai tapé une réponse à Maggie, merci. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. Elle a répondu en quelques minutes, sois prudente, Clara. S'ils découvrent que je t'ai envoyé ça. Ils ne le sauront pas, ai-je promis. Je vais m'en occuper. Et je le pensais. Parce que pour la première fois, j'avais plus que de l'indignation. J'avais une arme. Le destin, semblait-il, était attentif. La semaine suivante, j'ai assisté à un déjeuner de réseautage organisé par une fondation de santé. J'ai serré des mains, souri pour les photos, parlé de la dernière initiative de mon association. Mais à mi-chemin du dessert, une conversation a dérivé le long de la table. Le plus grand mariage de l'année, Harry une femme. Le domaine Harper, réservé pour 18 mois. Et pourtant, cette mariée l'a obtenu en moins d'1 an. Oh, je vois de qui vous parlez, a renchéri une autre. Emily Whitmore. J'ai vu le classeur. 12 pages de demande de fleurs, rien que ça. La famille veut que ce soit parfait pour la presse. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Emily. Ma sœur.
Ma voleuse. Le domaine Harper était tristement célèbre, des jardins vallonnés, des fontaines en marbre, des lustres importés d'Italie. Plus qu'un lieu, c'était une scène. Célébrités, PDG, la haute société, tous avaient descendu son allée. Et Émilie l'avait choisi pour son mariage. Parfait pour la presse, avait-il dit. Mon esprit s'est emballé. Le grand jour d'Émilie n'était pas seulement une affaire de famille, ça allait être un spectacle. Le genre qui éclabousse les magazines sur papier glacé et les blogs de potins. Une image de perfection soigneusement organisée. Et je tenais entre mes mains la seule chose qui pouvait tout défaire. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Lucas. Pas seulement le message vocal ou la photo, mais les documents de succession scannés que Maggie avait envoyés. Il a écouté en silence, sa main posée sur la mienne, sa mâchoire se crispant à chaque détail. Ils t'ont volé, a-t-il dit finalement. Et il se pavane avec comme si c'était à eux. Clara, ce n'est pas juste un drame familial. C'est du vol. Du vol au regard de la loi. Je sais, ma voix est sortie stable, bien que mon cœur battait la chamade. Et maintenant, je peux le prouver. Lucas m'a étudié, l'intensité tranquille dans ses yeux reflétant la mienne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité se cristallisait déjà en moi, aussi nette que du verre. Pendant des années, j'avais enduré leurs mensonges, leur effacement, leur réécriture de qui j'étais. Mais le collier n'était pas seulement à moi. C'était le symbole de chaque fois qu'ils avaient choisi Émilie plutôt que moi. Et le mariage d'Émilie serait le seul endroit où ils ne pourraient pas tordre l'histoire. Pas avec la presse qui regarde. Pas avec toute la ville présente. À minuit, j'avais pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Pas un de ces types bruyants et tape à accent grave-l'œil que les amis de mes parents engageaient pour intimider. Non, je voulais quelqu'un de discret, méticuleux, avec une réputation de précision. Il s'appelait Vincent Gray. Poli, calme, le genre d'homme qui n'élève jamais la voix parce qu'il n'en a jamais besoin. Son bureau était une forteresse silencieuse de cuir et de verre, les étagères garnies de livres épais qui sentaient l'autorité. Il a écouté pendant que j'exposais l'histoire, sans jamais m'interrompre, griffonnant occasionnellement des notes. Quand j'ai fait glisser les documents de succession sur son bureau, ses yeux se sont aiguisés. Il les a lus une fois, puis une autre, sa bouche se resserrant en quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Ceci, a-t-il dit finalement, tapotant la signature en bas, est plus que suffisant. Le testament vous donne la propriété légale. L'autorisation prouve que votre mère l'a reconnu et a accepté de le restituer. Si elle ne l'a pas fait, c'est une rétention illicite de biens hérités. Vous pourriez poursuivre pour dommages et intérêts, Clara. Vous gagneriez. Les mots pulsaient dans l'air. Vous gagneriez. J'ai senti ma poitrine se dilater, comme un poumon qui se remplit après des années sous l'eau. Mais Vincent n'avait pas fini. Il s'est penché en arrière, m'étudiant avec ses yeux précis et mesurés. La question est: voulez-vous gagner discrètement ou publiquement? J'ai dégluti, des images défilant dans mon esprit. Émilie debout à l'hôtel devant des journalistes, les appareils photo crépitants, son cou nu là où le collier aurait dû être. Le visage de ma mère quand elle réaliserait que les mensonges l'avaient rattrapé. Mon père, incapable de s'en tirer avec un rire. Publiquement, ai-je dit. Ma voix n'a pas vacillé. Au moment le plus crucial. Vincent a hoché la tête une fois, comme s'il s'y était attendu depuis le début. Alors, nous allons planifier avec soin. J'ai quitté son bureau avec les documents bien rangés dans mon sac et le premier vrai sentiment de pouvoir que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Les rues de la ville semblaient différentes, le ciel plus net, l'air plus léger. Le plan avait commencé. Et pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que ma famille écrive mon histoire. J'écrivais la leur. Après ma rencontre avec Vincent, le monde n'a pas changé du jour au lendemain, mais moi si. Pendant près de 2 ans, j'avais laissé ma famille me dépeindre comme l'oublié, l'outsider, l'enfant difficile. Maintenant, je portais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher, un avantage. Pas seulement le testament, pas seulement le formulaire de décharge avec la signature de ma mère, mais la certitude calme que je n'avais plus à jouer selon leurs règles. Alors, j'ai construit, discrètement. Au travail, j'ai redoublé d'efforts sur mes projets. Notre association a décroché une subvention fédérale qui a étendu nos cliniques à 3 nouveaux comtés,
et mon nom a commencé à apparaître dans les communiqués de presse. Les chefs d'entreprise locaux ont commencé à m'inviter à des déjeuners de réseautage et à des galas de charité. Je n'ai jamais refusé. J'ai serré des mains, échangé des cartes, retenu des noms. J'ai appris que le pouvoir n'était pas bruyant, il était cumulatif. De petits hochements de tête, de douces introductions, des visages répétés jusqu'à ce que les gens commencent à dire « Oh, Clara, bien sûr que je la connais ». À ces événements, je savais que je planais près de l'orbite de ma famille. Mes parents vivaient pour les apparences, dans les mêmes cercles de donateurs et de mondains. Je n'évitais plus ces endroits. Au lieu de cela, je les occupais avec des sourires polis, ne mentionnant jamais Émilie, ne reconnaissant jamais l'histoire, laissant simplement ma présence contredire leur récit. Et puis, il y a eu Phoebe Lann. Phoebe était une journaliste lifestyle dont la chronique avait plus de poids qu'elle n'aurait dû. Elle avait la réputation de découvrir ce qu'elle appelait « les murmures sous les chandeliers », les vérités désordonnées cachées sous des faits polis. Elle avait fait tomber plus d'une célébrité de la haute société avec sa plume. Nous nous sommes rencontrés à une vente aux enchères caritatives quand j'ai complimenté ses chaussures. Elle a ri, m'a dit qu'elles étaient une trouvaille vintage, et en moins d'une heure, nous échangions des histoires autour d'une coupe de champagne. Phoebe aimait les angles vifs, l'indice de secret. Je ne lui ai pas livré les miens d'un coup, mais je lui ai donné assez d'aperçus au grandir dans l'ombre d'une sœur enfant prodige, une famille obsédée par l'image pour qu'elle se penche plus près, intriguée. « Vous êtes doué ?» a-t-elle dit une fois, les yeux plissés. La plupart des gens me donnent tout trop vite. Vous laissez l'air planer. J'ai souri. Peut-être que j'ai eu de l'entraînement. Nous nous sommes vus régulièrement pour un café après ça. Phoebe, toujours en train de prendre des notes sur une serviette, moi, toujours prudente sur ce que je disais. Je n'ai jamais mentionné le collier par son nom, mais je n'avais pas à le faire. Elle se nourrissait de pistes olfactives. Pendant ce temps, Vincent et moi continuions nos préparatifs discrets. Tous les quelques mois, je le rencontrais dans son bureau de verre et de cuir, et il me tenait au courant avec la même précision froide. « Votre cas est en béton », me rappelait-il. Le testament, la décharge, la preuve de possession à la fête de fiançailles d'Émilie. Si nous engagions des poursuites aujourd'hui, vous gagneriez. La loi est sans équivoque de votre côté. Mais je n'ai pas engagé de poursuite. Pas encore. Le timing était tout. Chaque fois que je quittais son bureau, mes pas étaient plus légers. Je portais cette connaissance comme une armure. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais quelque chose de mieux, la loi, la vérité, et ma propre influence grandissante. Au printemps, le mariage d'Émilie n'était plus une rumeur mais un spectacle en préparation. Maggie a continué ses mises à jour chuchotées, toujours tard le soir, quand elle était sûre que personne d'autre ne pouvait l'entendre. 3 organisateurs de mariages différents ont déjà démissionné, m'a-t-elle dit une fois, étouffant un rire. Émilie hurle pour chaque détail. Maman continue d'arrondir les angles, mais les gens parlent. Une autre fois, papa boude parce que tu ne passes plus. Il dit que tu as changé. Comme si ce n'était pas lui qui avait changé le jour où il est passé devant ta chaise de mariage vide. J'écoutais, parfois en me mordant la lèvre jusqu'à ce que ça fasse mal, parfois en fixant simplement le plafond en silence. Je ne répondais pas souvent. Maggie comprenait de toute façon. Puis est arrivé l'appel qui a tout durci. Il était près de minuit, la pluie tambourinant doucement contre nos fenêtres. Lucas dormait à côté de moi, le rythme régulier de sa poitrine me rassurant. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Je me suis glissé dans le couloir avant de répondre. « Mag, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était un murmure teinté d'urgence. « Clara, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais maman s'est encore vantée. Elle raconte à tout le monde qu'Émilie va porter le collier à son mariage. » Mon cœur a sombré, même si je m'y attendais à moitié. « Le collier ?» ai-je répété lentement, comme si le confirmer à voix haute pouvait le rendre moins réel. « Oui. Elle dit que tu ne te soucies plus des traditions familiales, que tu es passé à autre chose, donc c'est plus logique qu'Émilie le porte. Elle a même utilisé le mot désintéressé, a dit que c'était généreux de ta part de laisser tomber. » Un rire creux m'a échappé, sec dans la maison silencieuse. « Désintéressé ?» ai-je répété. « Je suis désolé, Clara », s'est empressée de dire Maggie. « Je sais à quel point il comptait pour grand-mère, à quel point il compte pour toi. Mais ils déforment tout, font comme si tu y avais renoncé volontairement.
J'ai appuyé ma paume contre le mur, la peinture fraîche me ramenant à la réalité. Des images ont défilé dans mon esprit, Émilie rayonnante sous les lustres, ma mère glissant des mensonges aux oreilles d'étrangers, mon père haussant les épaules face à la vérité. Mais sous la douleur, un courant différent a surgi. Pas le désespoir cette fois, mais la certitude. Il pensait qu'il pouvait réécrire l'histoire à nouveau. Il pensait qu'il pouvait me faire passer pour absente, généreuse, oubliée. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Merci, Maggie, ai-je dit doucement. Ne dis à personne d'autre qu'on a parlé. Clara, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré entre nous, rempli par le battement régulier de la pluie. Finalement, j'ai dit. Je vais m'assurer que le monde voit la vérité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, je suis retourné me coucher et je suis resté éveillé longtemps après que la respiration de Lucas se soit stabilisée à côté de moi. Parce que la décision n'était plus si, mais quand. Le matin du mariage d'Émilie s'est levé, doré, le genre de lumière dont rêvent les photographes. Je le savais parce que Phoebe, toujours observatrice, avait posté une photo des portes du domaine Harper au lever du soleil, avec une légende vague et scintillante, la journée promet un spectacle. Je n'étais pas invité, bien sûr. Ma famille m'avait depuis longtemps effacé de sa liste. Mais je n'avais pas besoin d'être là pour sentir l'électricité qui courait sous la surface. Mon plan était en marche depuis des mois, et au moment où le voile d'Émilie a été épinglé, chaque pièce était en place. Sur mon bureau se trouvait un dossier épais de preuves. Le testament de grand-mère, la décharge avec la signature de ma mère, des photos haute résolution d'Émilie paradant avec le collier à sa fête de fiançailles. Et par-dessus tout, la lettre de Vincent, nette et formelle, adressée à 3 personnes, le propriétaire du lieu, l'organisatrice de l'événement, et Emily Whitmore. La demande était simple, légale, indéniable, le collier devait être immédiatement restitué à sa propriétaire légitime, Clara June Whitmore, ou des conséquences s'ensuivraient. Vincent avait accepté de la livrer à précisément 15h15, l'heure à laquelle Maggie m'avait dit qu'Émilie avait prévu ses photos d'avant-cérémonie. Les invités commenceraient tout juste à arriver, les verres de champagne teinteraient, les appareils photo crépiteraient. La scène parfaite. À 15h12, mon téléphone a vibré. En route, a texté Vincent. À 15h17, un autre message. C'est fait. Puis le silence. Je fixais l'écran, le pouls martelant, jusqu'à ce que le nom de Maggie s'allume. Elle n'a même pas attendu que je dise bonjour. Clara, tu devrais voir ça. Tu devrais voir sa tête. Sa voix était un mélange de choc et d'incrédulité, comme si elle essayait de ne pas rire. Vincent vient d'entrer avec ses lettres, il les a remises à l'organisatrice et à maman, juste devant tout le monde. Toute la pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Qu'est-ce qu'Émilie a fait? Ma voix est sortie basse, stable. Elle hurle, a chuchoté Maggie. Genre, elle hurle vraiment. Elle a jeté son bouquet contre le miroir. L'organisatrice l'a prise à part, a essayé de la calmer, mais ensuite Vincent lui a montré le formulaire de décharge avec la signature de maman et. Maggie s'est interrompue, puis a éclaté. Elle est en train d'arracher le collier maintenant. Le photographe range le matériel pour les photos de bijoux. Oh mon Dieu, la tête de maman, Clara. On dirait qu'elle a avalé une grenade. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fermant les yeux un instant. J'ai laissé l'image se jouer dans mon esprit, Émilie dans sa robe de soie, le mascara coulant, le collier glissant de sa gorge alors que les appareils photo étaient abaissés. La façade lisse de ma mère se fissurant sous les néons de la loge. Mon père faisant semblant de ne pas remarquer. Les textos de Maggie ont commencé à arriver en rafale. Elle crie sur maman que c'est de sa faute. L'organisatrice dit que le lieu ne prendra pas le risque, ils insistent pour que le collier quitte la propriété maintenant. Matt a essayé de la calmer, oui, ton ancien ami Matt, mais elle lui a jeté une brosse à cheveux. J'ai expiré lentement, la tension se dénouant de mes épaules. Clara, a dit doucement Maggie à mon oreille, elle pleure si fort qu'elle n'arrive pas à mettre son voile. Et les gens commencent à chuchoter. Ils se demandent pourquoi elle s'est vantée de porter le collier pendant des mois et que maintenant, soudainement, il a disparu. Certains invités pensent que maman a menti sur le fait qu'il appartenait à Émilie. Un rire creux m'a échappé. Parce qu'elle l'avait fait. D'autres notifications. Des captures d'écran de Maggie, floues mais accablantes.
Émilie, le visage bouffi dans la loge, le collier absent. Un texto de groupe des demoiselles d'honneur se plaignant, elle est en pleine crise, on a déjà 1 heure de retard. Je fixais les images, la poitrine serrée mais stable. Ce n'était pas une vengeance criée à leur visage. C'était précis, chirurgical. Et ça marchait. Le soir, les ondulations avaient déjà commencé en ligne. Des invités postant des selfies filtrés avec des légendes de consternation vague, drame en coulisses au mariage Whitmore. Quelqu'un a mis en ligne une photo d'Émilie dans l'escalier, le décolleté nu, sous sa robe lourde. Les commentaires s'accumulaient, où est le collier de famille dont elle se vante? N'a-t-elle pas dit que c'était une tradition familiale? On dirait que quelqu'un s'est fait prendre. Phoebe, fidèle à elle-même, a posté une seule ligne alléchante, tout ce qui brille n'appartient pas à la mariée. J'ai posé mon téléphone sur le bureau, le cœur battant. Plus de peur, mais avec une satisfaction si vive qu'elle en était presque douloureuse. La journée parfaite d'Émilie s'effilochait en temps réel. L'histoire que mes parents avaient tant essayé de tisser ou que j'étais jalouse, égoïste, oubliable leur échappait. Je suis allé dans la cuisine où Lucas débouchait une bouteille de vin. Il a levé les yeux vers mon visage, et bien que je n'ai pas dit un mot, il a souri. C'est en train d'arriver, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est en train d'arriver. Cette nuit-là, pendant que la musique et le chaos tourbillonnaient à des kilomètres de là, au domaine Harper, j'étais assise sur mon canapé avec un verre de vin, la boîte en velours posée à côté de moi. Le collier brillait faiblement à la lumière de la lampe, de retour là où il devait être. Et au loin, même si je ne pouvais pas les entendre, je savais que les cris d'Émilie résonnaient encore. Mais plus fort que sa crise de colère, plus fort que les murmures affolés de mes parents, plus fort que n'importe quel déni qu'ils pourraient formuler, il y avait le cœur qui se formait déjà en ligne. Pourquoi la mariée ne portait-elle pas le collier dont elle s'était vantée pendant des mois? J'ai souri dans mon verre. La question ne faisait que commencer. Le lendemain matin, les murmures avaient des dents. Je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant contre la table de nuit, l'écran brillant de messages et d'alertes. Les réseaux sociaux débordaient déjà de fragments de la nuit précédente, des photos granuleuses d'Émilie traversant en trombe le couloir du domaine, son décolleté nu, des légendes d'invités mêlant demi-vérité et spéculation. Mais c'est l'article de Phoebe qui a tout cristallisé. L'héritage disparu, comment une mariée a porté ce qui ne lui appartenait pas. L'article était court mais tranchant comme un rasoir. Elle ne m'a pas nommé directement, mais elle n'en avait pas besoin. Elle a cité le testament, décrit la décharge signée par ma mère, et confirmé que le collier m'était destiné. La dernière phrase était impitoyable dans sa simplicité, l'héritage a depuis été restitué à sa propriétaire légitime, la petite fille à qui il avait été promis. En quelques heures, des médias plus importants ont repris l'histoire. Des segments d'actualité locale diffusaient des images fixes du mariage juxtaposées à des photos d'archives de bijoux de famille. Les gros titres dansaient sur mon écran, mariage de la haute société secouée par un scandale d'héritage, l'héritière Whitmore dépouillait de son collier en pleine cérémonie. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, faisant défiler les articles pendant que Lucas faisait frire des œufs en arrière-plan. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De soulagement. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels, textos, messages vocaux. Mes parents, des parents éloignés, des numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai répondu à aucun. Vers midi, Maggie a appelé, sa voix contenant à peine son incrédulité. Clara, c'est le chaos. Maman fait les 100 pas comme un animal en cage. Papa n'arrête pas de marmonner à propos d'avocats, mais tout le monde sait que c'est sans espoir. Les documents, l'article, c'est en béton. Émilie n'a pas quitté sa chambre. Sa nouvelle belle famille est furieuse. Ils ont dépensé une fortune pour ce mariage, et tout ce dont on parle, c'est du collier manquant. Je pouvais presque l'imaginer. Les tentatives frénétiques de ma mère pour calmer le jeu, la fanfaronnade impuissante de mon père. Émilie, recroquevillée sur des draps de satin, le mascara coulant sur son visage. La famille qui m'avait rendu invisible, maintenant exposée sous les projecteurs. Ils s'en prenaient les uns aux autres. Ils n'arrêtent pas de se rejeter la faute, a continué Maggie. Maman dit que papa aurait dû gérer ça discrètement. Papa dit que maman n'aurait jamais dû signer cette décharge. Et Émilie, elle raconte à qui veut l'entendre que tu as fait ça pour détruire son mariage. Mais personne ne la croit. Je n'ai pas ri, bien qu'une partie de moi en ait eu envie. À la place,
j'ai demandé, et Anna? Un silence s'est étiré pendant un instant avant que Maggie ne réponde. Elle s'est faite discrète. Certains de ses amis l'ont unfollowé après l'article. Les gens ne veulent pas être associés à ce gâchis. Ma poitrine s'est serrée. Pas de nostalgie, mais avec la froide confirmation de ce que je savais déjà. Anna avait choisi son camp il y a longtemps, et maintenant elle en récoltait les conséquences. Après avoir raccroché, je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert la boîte en velours. Le collier reposait sur la soie, délicat et brillant, comme s'il avait attendu tout ce temps. La voix de ma grand-mère m'est revenue, « Ceci est pour ton mariage, Clara. C'est à toi. » J'ai touché le pendentif avec des doigts tremblants. Non pas pour le porter, mais pour sentir le poids de ce qu'il représentait. Pas un bijou, pas de la vanité. La preuve que j'avais compté pour elle. Que j'avais été choisi, même quand ma famille refusait de le voir. Derrière moi, Lucas s'est appuyé contre le chambranle de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. « C'est fini », a-t-il dit doucement. J'ai secoué la tête. Non. Ça ne fait que commencer. Pour eux. Pour moi, c'est fini. En fin d'après-midi, le récit s'était calcifié. Les Whitmore n'étaient plus la famille parfaite des galas de charité et des chroniques mondaines. Ils étaient la risée. Les fils de commentaires déchiraient leur réputation. Imaginez sécher le mariage de votre fille juste pour voler son héritage pour l'autre. Tout cet argent, toute cette planification, anéantie par la cupidité. Même ceux qui tentaient de défendre Émilie ne pouvaient ignorer les faits, le testament, la décharge, le collier maintenant en ma possession. La vérité était écrite trop clairement pour être déformée. Ce soir-là, Lucas et moi avons dîné sur la terrasse arrière, le soleil peignant la rivière de traînées d'or. Mon téléphone était posé sur la table entre nous, vibrant toutes les quelques minutes. Je n'y ai pas touché. J'ai laissé les noms clignoter sur l'écran en maman, papa, téléphone maison et s'évanouir. Ils ne vont pas s'arrêter, a dit Lucas en me regardant. Ils n'ont pas à le faire, ai-je répondu en piquant une carotte rôtie. C'est moi qui ai arrêté. Et c'était vrai. La douleur qui m'avait rongé depuis le jour de mon mariage avait disparu, remplacée par une certitude froide. Je n'avais pas besoin de leurs excuses, de leurs justifications, de leurs tentatives frénétiques de limiter les dégâts. Le silence que je leur donnais était ma réponse. À minuit, les appels s'étaient empilés par dizaines. Le dernier message vocal était de mon père, sa voix tendue par une colère qu'il essayait de déguiser en autorité. « Clara, c'est puéril. Tu as humilié ta sœur. Tu as embarrassé cette famille. Et pourquoi? Un collier. Rappelle ta mère. Fais ce qu'il faut. » Je l'ai effacé sans l'écouter jusqu'au bout. Dans la pénombre de mon bureau, la boîte en velours était ouverte sur mon bureau, le collier brillant faiblement à la lumière de la lampe. Mon téléphone a de nouveau vibré, tressautant contre le bois. J'ai fixé l'écran, le mot maman clignotant avec insistance, et je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il se taise. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui répondais. Et ce silence, mon silence, était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. La semaine après le mariage d'Émilie a été comme vivre au cœur d'une tempête apaisée. Les vents avaient hurlé, le tonnerre avait grondé, mais maintenant il n'y avait que le calme. Un calme non pas vide, mais dense, comme l'air après que la foudre a fendu le ciel. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'avait plus d'histoire à raconter, pas d'excuses astucieuses, pas d'images soigneusement construites à polir. Les preuves étaient trop claires, le spectacle trop public. Leur réputation dans notre communauté s'est effondrée comme un château de cartes. Je n'avais pas besoin que Maggie me le dise, je le voyais partout. Les pages mondaines ont cessé de couvrir les apparitions caritatives de mes parents. Leurs noms ont disparu des comités de gala. Une boutique locale qui avait autrefois accueilli Émilie pour des collaborations de style a discrètement retiré toutes les photos d'elle de ses réseaux sociaux. Les gens qu'ils avaient autrefois charmés traversaient maintenant la rue pour éviter le désordre. Et pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. Le silence était à moi. Je n'ai pas posté de citations cryptiques en ligne. Je n'ai pas appelé pour jubiler. Je n'ai même pas répondu à Maggie quand elle a murmuré que le mariage d'Émilie était déjà mis à rude épreuve sous le poids de l'embarras public. Mon silence était un mur qu'il ne pouvait pas escalader, une porte sur laquelle il ne pouvait pas frapper. Pour une fois, il n'avait aucun accès à moi. À la place, je me suis investi dans la vie que je construisais.
Le travail est devenu non seulement un refuge, mais une piste de décollage. En un an, notre association a été présentée dans The Atlantic pour notre approche innovante de la santé des femmes. L'article me citait nommément, avec une photo pleine page à côté. Je l'ai découpé, encadré et accroché dans mon bureau. Quand la presse nationale a de nouveau appelé, cette fois pour mon projet parallèle, Mentoring Women Entrepreneurs, j'ai dit oui. Ils ont publié un article avec le titre « La bâtisseuse silencieuse du changement ». Ma photo est apparue à nouveau. Moi, pas Émilie, pas mes parents, personne d'autre. Lucas me taquinait en disant qu'il ne pouvait pas suivre le rythme des invitations, panels, déjeuners, discours d'ouverture. Mais il venait avec moi de toute façon, solide comme un roc, me rappelant d'une pression de la main que je n'avais pas construit ça seul. Notre maison est devenue un lieu de rassemblement, pas seulement pour les amis, mais pour la communauté. Nous avons organisé des collectes de fonds qui ont rapporté des milliers de dollars, des dîners où le rire se déversait dans la rue, des barbecues dans le jardin où des voisins qui se connaissaient à peine repartaient amis. Il y avait une joie dans ces soirées que la maison de mon enfance n'avait jamais connue. Pas de hiérarchie, pas de compétition, pas d'enfants prodiges. Juste des gens qui venaient parce qu'ils en avaient envie. Et toujours, en arrière-plan, le collier attendait. Je le gardais dans la boîte en velours sur mon bureau, fermé la plupart du temps. Savoir qu'il était là, à sa place, suffisait. Je n'avais pas besoin de l'exhiber. Il était à moi. C'était ça, la victoire. Mes parents ont continué à appeler. D'abord des dizaines de fois, puis des dizaines d'autres. Les messages vocaux oscillaient entre la supplication et la colère. La voix de ma mère était brisée par la culpabilité une minute, durcie par la manipulation la suivante. Mon père a essayé de me gronder comme si j'étais encore une enfant. Émilie a envoyé un long message haletant, insistant sur le fait que j'avais ruiné sa vie. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Parce qu'au fond de moi, j'ai réalisé quelque chose de libérateur, au moment où ils ont choisi de sécher mon mariage, ils avaient fait leur choix. Tout ce qui a suivi n'en était que l'écho. La deuxième année, les appels ont ralenti. La troisième, ils ont cessé complètement. Le silence qu'ils m'avaient autrefois imposé était devenu le silence que je leur rendais, délibéré et final. Et dans ce silence, je me suis épanoui. Pour le premier anniversaire de notre mariage, Lucas et moi nous sommes mis sur notre 31 et sommes allés dîner en ville. Il avait réservé dans un petit bistrot tranquille surplombant la rivière. La table était dressée avec des bougies, le genre de lumière douce qui fait que tout ressemble à un film. À mi-chemin du repas, il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti la boîte en velours. Mon souffle s'est coupé. « Clara » a-t-il dit doucement, « je pense qu'il est temps. » Il a ouvert la boîte, et les diamants ont brillé comme des étoiles capturées. Le collier de ma grand-mère. Celui pour lequel je m'étais battu, pour lequel j'avais saigné, pour lequel j'avais pleuré. Je lui ai tourné le dos, écartant mes cheveux, et j'ai senti ses mains fermer la chaîne autour de mon cou. Le métal froid s'est posé contre ma peau, se réchauffant rapidement, comme s'il avait attendu toutes ces années ce moment. Quand je me suis retourné, Lucas souriait de cette manière stable qui est la sienne, celle qui manquera la terre. On dirait qu'il est rentré à la maison, non, a-t-il dit. J'ai levé la main, mes doigts effleurant le pendentif, et j'ai hoché la tête. Ma gorge s'est serrée, non pas de chagrin, non pas de rage, mais de quelque chose de pur. De paix. Le silence avait autrefois été insupportable. Mais maintenant, il était à moi. Et dans ce silence, j'ai enfin entendu ce qui m'avait manqué pendant tout ce temps, ma propre voix, claire et forte. J'ai souri à Lucas, la lueur des bougies captant le collier à ma gorge, et bien que je ne l'ai pas dit à voix haute, je l'ai pensé avec certitude, oui, il est rentré à la maison. Mais la porte derrière moi, elle est fermée, verrouillée. Et la clé a disparu. J'avais l'habitude de penser que le collier n'était qu'un bijou. De l'or, des diamants, une boîte en velours. Un symbole de tradition, quelque chose de si fragile qu'on le gardait sous clé pendant des décennies. Mais maintenant, des années après cette tempête de trahison et de silence, je comprends que ça n'a jamais été juste une question de collier. C'était à propos de moi. Ma grand-mère m'avait vu d'une manière que mes parents n'ont jamais eue. Elle savait que j'étais plus que l'ombre d'Émilie, plus que le second choix. Quand elle a mis le collier dans mes mains à 19 ans, elle ne me transmettait pas seulement un héritage. Elle me disait, je te vois. Je crois en ton avenir.
Je veux être avec toi quand tu franchiras cette étape de ta vie. Cette foi m'a porté à travers le vide de mon jour de mariage, à travers la douleur de ces sièges vides, à travers la fureur de voir ma sœur porter ce qui n'était pas à elle. Et maintenant, chaque fois que je l'attache autour de mon cou, je ne sens pas seulement sa présence. Je sens la mienne. Forte, enracinée, inébranlable. Il y a encore des moments de deuil, je ne vais pas me mentir. Parfois, je sens une odeur la crème pour les mains à la lavande, la préférée de ma mère, où j'entends un rire qui ressemble à celui de mon père, et quelque chose se tord en moi. Parfois, tard dans la nuit, je me demande ce que ça aurait été s'ils avaient choisi différemment. S'ils s'étaient présentés pour moi comme ils étaient censés le faire. Mais le deuil ne me contrôle plus. Il passe, vif mais bref, comme une épine qui accroche un tissu. Parce que la vérité, c'est que les laisser partir m'a donné une liberté dont j'ignorais le manque. Sans leur réécriture constante de mon histoire, j'ai pu écrire la mienne. Sans leur amour conditionnel, j'ai appris à reconnaître l'inconditionnel. Les amis qui sont devenus une famille, le mari qui a été mon ancre, la communauté qui me voit pour ce que j'ai construit plutôt que pour qui je suis né. Le silence entre moi et les Whitmore dure depuis des années maintenant, ininterrompu. Je n'ai pas entendu les soupirs de ma mère, ni la déception sèche de mon père, ni les petites piques d'Émilie depuis si longtemps que leur absence est devenue sa propre présence. Pendant longtemps, le silence était une punition. Maintenant, c'est un sanctuaire. Parfois, les gens me posent des questions sur ma famille. Je souris, poli mais ferme, et je change de sujet. Je ne dois à personne l'histoire de ma perte ou de ma vengeance. Le collier repose dans ma boîte à bijoux la plupart du temps, porté seulement lors d'occasions qui semblent le mériter, anniversaires, étapes importantes, moments où je veux sentir le poids de la survie à ma gorge. Parce que c'est ce qu'il est maintenant. Pas seulement des diamants et de l'or, mais une preuve. La preuve que j'ai enduré, la preuve que j'ai cessé de les laisser m'effacer, la preuve que je suis la petite fille de ma grand-mère, forte, têtue et refusant d'être ignorée. La maison est calme ce soir. Lucas dort à l'étage, sa respiration régulière descend dans le couloir. La vaisselle de la collecte de fonds est lavée et rangée, le rire des amis résonnant encore faiblement dans les murs. J'enfile mon manteau, glisse mes pieds dans mes chaussures et sors dans l'air frais de la nuit. La ville bourdonne au loin, mais ici, la seule lumière vient de la lune et de la lueur des lampadaires. Je sors le collier de sous mon col, le laissant capter la lueur. Les diamants brillent, non pas de manière criarde, mais constante, comme des étoiles qui attendaient tout ce temps d'être remarquées. Je marche lentement dans la rue, l'air nocturne frais contre ma peau, le poids du collier m'ancrant. Ma grand-mère me l'avait donné pour le jour de mon mariage, mais peut-être savait-elle qu'il était destiné à plus. Pour chaque jour d'après, quand j'aurais besoin du rappel que je n'étais pas invisible, pas remplaçable, pas petite. Je m'arrête sous un lampadaire et touche le pendentif, froid contre mes doigts. Le reflet dans la vitre d'une boutique sombre attire mon œil. Une femme, stable sur ses pieds, les épaules droites, les yeux clairs. Je pense à la fille que j'étais, celle qui était assise dans la salle de bain le soir de son mariage, écoutant le message vocal de sa mère, croyant un instant qu'elle exagérait peut-être, que ce n'était peut-être vraiment qu'un bijou. Je voudrais pouvoir revenir en arrière et lui dire, tiens bon. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu seras libre. Parce que je le suis. Le deuil vivra toujours quelque part en moi, mais il est petit maintenant, gérable. Et la liberté est vaste. Je n'ai pas à répondre aux appels qui ne font que blesser. Je n'ai pas à courir après une approbation qui n'a jamais été la mienne. Je n'ai pas à rester dans des rangées vides à attendre des gens qui ont déjà choisi de ne pas s'y asseoir. J'incline la tête, le pendentif brillant sous le lampadaire. Ma famille m'a exclu de leur amour il y a longtemps. Ils pensaient m'avoir banni au silence. Mais ce soir, debout ici, avec la foi de ma grand-mère reposant contre mon cœur, je réalise que je n'ai jamais été la perdante. Je souris dans le noir, respire profondément, et me murmure la vérité, ferme comme un vœu. Ils m'ont exclu de leur amour. Ce soir, j'ai jeté la clé. Et avec cela, le voyage de Clara touche à sa fin, son silence devenant son pouvoir et le collier n'étant plus seulement un héritage, mais la preuve de sa force. Si cette histoire vous a ému, pensez à vous abonner pour plus de récits de trahison et de justice reconquise. Partagez vos pensées ci-dessous, nous lisons chaque commentaire et votre voix compte.